Je vous dis des choses qui vont se passer. Je vous dis des choses pour attirer votre attention. Je vous dis des choses pour vous alerter. La politique, en politique, il y a quelque chose qu'on appelle l'invention de l'ennemi. L'invention de l'ennemi est une stratégie de manipulation par la peur. Avec le concept, la théorie de l'invention de l'ennemi, on invente l'ennemi. On invente l'ennemi et parce que l'ennemi inventé, on le diabolise, on dramatise, on extrapole, on hyperbolise ça de telle manière que vous ayez peur et que le manipulateur se substitue à vous pour être celui qui va vous mettre à l'abri de cette peur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Free. Cette semaine a été marquée par une prise de parole que je ne pouvais pas ignorer. Il s'agit, comme vous l'avez deviné avec le début de cette vidéo, de M. Candide Azanaï, un homme que je prends sincèrement plaisir à écouter depuis un certain temps, tant ses interventions sont riches d'enseignements. À l'occasion de sa traditionnelle causerie du 4 mai, en souvenir des persécutions subies sous le régime de Boni Yayi en raison de ses convictions politiques, Candide Azanaï nous a une fois encore offert une véritable leçon de lucidité. Dans son message, il nous exhorte à ne pas oublier notre histoire, à résister à la manipulation de notre mémoire collective et surtout à ne pas se laisser séduire par des discours creux de ceux qui fuient les débats de fond mais s'autoproclament pourtant meilleurs que tous. Il nous invite à décrypter chacun de ces messages car selon lui, chaque intervention révèle une part de vérité cachée. Cette fois-ci, il aborde plusieurs sujets brûlants. Les officines fictives créées pour instrumentaliser le terrorisme à des fins obscures, les déclarations de Louis Vlavonou sur la refonte du système, cette refonte du système dont je vous parlais avec la vidéo de Foy Yasingbe, un peu comme ce qui s'est passé au Togo, donc nous donne un avertissement clair contre le prototype togolais qui pourrait s'exporter chez nous. Il parle du code électoral et même ces joueurs de casino électoral siégeant à l'Assemblée nationale. Il répond aussi sans détour à M. Badirou Aguemon qui l'aurait attaqué récemment. Bref, un moment dense, percutant et rempli d'alertes que je vous propose de découvrir à travers un extrait que j'ai sélectionné pour vous. Bon visionnage et surtout, restons vigilants. Lorsque les gens ont des déficiences en lexique et en vocabulaire, ils peuvent confondre les choses. Quelqu'un fait de la dictature, vous dites qu'il est dictateur, on dit que vous l'injuriez. Quelqu'un fait du mensonge, vous dites qu'il est menteur, on dit non. Vous n'allez pas dire qu'il est menteur, vous allez dire qu'il fait économie de vérité. En disant qu'il fait économie de vérité, vous encouragez le mensonge. Il faut dire qu'il est menteur. En disant à un dictateur qu'il est autoritaire, parce qu'on fait de la dictature, vous dites qu'il est autoritaire, qu'il fait de la démocratie, vous encouragez la perversion de la démocratie. Et in fine, vous allez faire décourager les gens de la démocratie. En dehors de ça. Par exemple, quelqu'un vous dit, oui, voilà, quelqu'un, il a réalisé des choses, vous ne devez pas peindre tout en noir. Mais c'est encore grave. Chacun est libre de peindre avec la couleur que bon lui semble. Que bon lui semble. On ne peut pas féliciter quelqu'un pour ce qui est ordinaire, je l'ai dit. Pour ce qui est là. Vous devez marcher. Vous marchez, on dit de vous applaudir que vous marchez. Vous êtes un handicapé, excusez-moi. Vous êtes un malade? Non. Par rapport à une déclaration, le porte-parole du gouvernement, dans une de ses dernières sorties, a dit que il existe qui sont au courant que nous, parlant de lui et de nous, ce nous doit être un nous du gouvernement, un nous de l'État, un nous officiel du gouvernement, qu'ils sont au courant de l'existence d'officines au pluriel et le journaliste d'officines qui ont le programme de déstabiliser le Bénin dans le courant de l'année 2025. Alors, le journaliste a posé la question, ah bon, officine à l'intérieur ou à l'extérieur? Il dit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais c'est grave comme déclaration. Il dit en 2025, s'il dit ça, c'est qu'ils sont déjà au courant avant 2025. Et s'ils sont au courant avant 2025 et qu'ils ne broutent pas et qu'ils sont dans ce schéma, alors c'est grave. C'est grave. C'est grave. Personne ne peut entendre cela dans un pays et se taire. Il ne faut pas que les gens viennent jouer à de la manipulation. Et je voudrais vous dire quelque chose, vous qui êtes encore jeunes,
je voudrais vous dire de faire très attention avec la manipulation politique, l'instrumentalisation. Vous savez, la politique en politique, il y a quelque chose qu'on appelle l'invention de l'ennemi. L'invention de l'ennemi est une stratégie de manipulation par la peur. Avec le concept, la théorie de l'invention de l'ennemi, on invente l'ennemi. On invente l'ennemi et parce que l'ennemi inventé, on le diabolise, on dramatise, on extrapole, on hyperbolise ça de telle manière que vous ayez peur et que le manipulateur se substitue à vous pour être celui qui va vous mettre à l'abri de cette peur. Je pense que nous devons décourager la manipulation de la peur. Parce que le timing proposé par et soutenu, affirmé par le porte-parole du gouvernement, un timing grave. 2025. 2025, c'est quelle année? 2025, c'est la dernière année de Patrice Talon au pouvoir. C'est la dernière année de la rupture. Puis 2026, c'est à peine le premier trimestre, cette affaire est réglée. Mais pourquoi inventer et inspirer la peur, l'instrumentalisation de la peur? Non, pas du tout. Vous devez faire très attention. Ils sont en train d'instrumentaliser la peur. Et au détour de cette instrumentalisation, il y a beaucoup de choses qu'il faut anticiper. Et leur dire, n'allez pas sur ce terrain. On ne va pas prétester de la peur des officines pour ne pas que la tenace ne se joue pas. Ne se joue pas. Parce que après les obstacles du code, après les manipulations constitutionnelles, après tout ce que vous avez vu, qui sont le lot de ceux qui sont du camp, de ceux qui sont en train de parler, voilà ce qu'on vous sort dans un contexte où le code électoral est un code plus que jamais exclusif. Un code plus dangereux qui contient des éléments plus dangereux que le certificat de conformité. C'est de ça qu'il s'agit. Le débat n'est pas l'instrumentalisation de la peur. Le fait de prendre le terrorisme pour instrumentaliser le terrorisme et l'inviter dans la sphère politique et rester derrière pour faire croire que les hommes politiques à l'intérieur du pays sont de connivence avec des réseaux terroristes. Non, c'est facile ça. Je dirais au gouvernement de sortir de ce jeu. Sortez de ce jeu parce que ce que vous voulez faire, on vous attend. On vous attend sur ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez faire, seuls les naïfs ne veulent pas comprendre. Mais moi, je me suis évertué, je m'évertue à dire à tout le monde ce que vous voulez faire. Vous voulez faire la clochardisation de la fonction présidentielle. C'est ce que vous voulez faire. Et en dehors du fait de confisquer le pouvoir, vous voulez maintenant clochardiser. Et je vous ai posé la question plusieurs fois de nous dire ce que vous mettez dans la refonte complète du système dont a parlé Vlavono. Vous n'avez pas répondu. Tout le débat est là. La refonte complète du système. Regardez même vos propres codes. Votre propre code électoral. Dedans, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. J'ai écouté dernièrement Victor Tokpanou, qui est un professeur. Pas n'importe quel professeur. Il est maître de conférence. Et il enseigne les sciences politiques. Et il vient devant tout le monde. Victor Tokpanou dit, oui, ce qui se passe là, c'est pour éviter la catastrophe que nous avons proposé l'accord de gouvernance. En réalité, ce qu'ils ont mis dans leur document, ils ont mis un thème un peu bizarre. Un accord de coalition parlementaire. C'est-à-dire, ils vont faire un accord pour gérer ensemble, pour une activité parlementaire ensemble, coordonnée ensemble. Et ce document doit se faire avant les élections et il y a une pièce qui doit être ajoutée au dossier de déclaration de candidature, donc au dossier électoral. Et ce document va être pris en compte pour qu'on répartisse les voix et qu'on attribue les sièges. Et on me dit que ce n'est pas
une alliance électorale. Parce que, avant, dans un autre article, l'article 40 de la même loi, il est dit que les alliances électorales ne sont pas admises, ne sont pas autorisées à déposer des listes. Alors, si des alliances électorales ne sont pas habilitées à déposer des listes, mais pourquoi vous dites qu'il y a une alliance, un accord de coalition qui doit être un document qui doit être déposé sur le dossier de candidature électorale? Alors, c'est des gens qui jouent, qui font de la filouterie sur les tests, parce qu'ils écrivent des tests qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à comprendre, et chaque jour, ils sont en train de réajuster. C'est ceux-là que j'appelle des tireurs de ceintures au bord des voies, comme les Bécanéens qui tirent des ceintures en 8 et vous jouez au sort. Je les appelle des joueurs de casino électoral. Et moi, j'ai dit non, on ne peut pas transformer un système politique, on ne peut pas mettre un système politique, on ne peut pas mesurer un système politique par le système de casino électoral. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Prenez le code électoral. Et eux-mêmes disent, dans certaines déclarations, ce qui est ahurissant, ce qui est grave, ils disent, mais si les élections ne sont pas, personne n'arrive à avoir les 20%, alors on dira que le processus électoral n'est pas fructueux, les élections sont infructueuses et la Cour constitutionnelle va décider. Mais qui est la Cour constitutionnelle? Une Cour constitutionnelle dont les éléments, des institutions dont les éléments signent une déclaration, mettent leur nom sur un document qu'un autre, comme ça, va mieux, authentifie, alors qu'il n'a aucun pouvoir d'authentification. Donc, le débat pour le gouvernement, pour le porte-parole du gouvernement, devait être des débats de principe, des débats de fond sur les questions que j'ai posées. Personne n'a abordé les questions de fond que j'ai posées. Parce qu'ils sont incapables de faire un débat de principe, un débat de fond. Maintenant, leur seule capacité, quand ils ont fini d'inventer le certificat de conformité, quand ils ont fini d'inventer les accords de coalition parlementaire, quand ils ont fini d'inventer les 20%, les 15%, les 10%, quand ils ont fini de tout faire, ils inventent maintenant les officines à l'étranger comme à l'intérieur, qui vont attendre. Et seulement 2025, ces officines vont déstabiliser le Bénin. Vous imaginez? Vous imaginez les sous-entendus de cela? Il faut dire halte tout de suite. Et je viens vous informer encore. Chaque fois j'informe, et vous faites comme si c'est des discours pour des défouloirs et autres là. Je vous dis des choses qui vont se passer. Je vous dis des choses pour attirer votre attention. Je vous dis des choses pour vous alerter. C'est vrai que je m'organise. C'est vrai que la résistance s'organise. C'est vrai que le Parti Rescue l'Espoir s'organise. C'est vrai que des personnalités, beaucoup de personnalités insoupçonnées m'appellent. On discute, on parle. Mais c'est aussi vrai que vous devez, chaque fois que je parle, vous devez décrypter tout. C'est des informations que je vous donne. On veut instrumentaliser le terrorisme. Si vous observez très bien, et sur le terrorisme, je n'ai pas parlé. Lors des derniers événements malheureux, regrettables, est-ce que quelqu'un m'a vu parler? Non. Non, pas du tout. Ce que je vais faire, je le fais. Parce que je n'ai pas la même compréhension du terrorisme avec ceux qui en parlent. Certains parlent du terrorisme comme on fait la guerre au terrorisme. Moi, je ne suis pas dans le contexte de guerre. Je ne crois pas à une guerre contre le terrorisme. Ma conception et ma notion de la guerre sont différentes. Face au terrorisme, c'est une lutte qu'on fait contre le terrorisme. Le terrorisme est un mode d'action. C'est une manière d'agir. C'est une manière d'agir. Et répréhensible, horrible, barbare, sauvage, criminel. À combattre. Mais pas sous la forme de la guerre. La notion de la guerre suppose la notion de territoire. Suppose la notion d'entité. Qui sont connues. Et après la guerre, des entités auxquelles du moins on peut demander des comptes. Même lorsque vous arrivez à venir au bout du terrorisme, vous demandez des comptes à qui? À qui? Le terrorisme est une forme particulière. Même si on veut parler de terrorisme comme la guerre, on doit mettre ça entre griffes. Parce que si vous ne le mettez pas entre griffes, vous allez faire des erreurs d'appréciation, des erreurs de calcul, des erreurs d'approche. Et la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte de l'armée seule.
ni des forces de sécurité seules. Quiconque vous dit qu'on lutte contre le terrorisme rien que par l'armée est dans le décor. C'est les complices du terrorisme qui pensent que la lutte contre le terrorisme est une affaire de l'armée. Je vous parle. Et vous connaissez bien le profil de celui qui vous parle. Quiconque vous dit que face au terrorisme, c'est la guerre et que c'est une affaire des militaires seuls, il est complice. Le terrorisme, on lutte contre le terrorisme. On lutte contre le terrorisme. Et cette lutte est une lutte complexe, multidimensionnelle, qui prend tous les aspects, plusieurs aspects, qui ne se réduisent pas seulement aux affaires des armes. La lutte contre le terrorisme prend l'économie, la géopolitique, la sociologie, la religion même, les civilisations, la culture, la monnaie, même les transactions commerciales, les informations, les liens, les parentés, les banques. C'est complexe la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi ceux qui sont des stratèges entre griffes et qui sont lucides, on vous parle de lutte complexe, asymétrique. Certains, et j'ai écouté un de nos soldats, un de nos grands officiers, quand M. Patrice Talon était devant eux, qui a sorti un mot. Le terrorisme, c'est comme l'hydre. Et dans la légende, dans la mythologie de l'hydre, on sait bien que une seule personne, un seul pôle ne peut pas faire face à l'hydre. Et lorsque même les grands dieux mythologiques grecs ont voulu venir à bout de l'hydre, il a fallu avoir les recours d'autres pour que la tête bouchée ici soit tenue, parce que les autres têtes qui vont sortir d'ailleurs, que d'autres tiennent. On ne fait pas le matador de one man show. On n'injurie pas les autres, on ne rabaisse pas les autres qui peuvent vous aider à lutter contre le terrorisme. On ne dénigre pas les autres. On anticipe. Lorsqu'on vous confie un peuple, vous sortez de l'invective personnelle. Lorsqu'on vous confie un peuple, vous rentrez dans la dimension du peuple. Et l'intérêt du peuple doit être privilégié. Donc, voilà mon approche sur cette question. Je ne veux pas aller dans les autres aspects stricto sensus pur de ce qu'on appelle le terrorisme et ci et ça. Je ne souhaite pas aller dedans. Mais je dis au gouvernement, à son porte-parole, au chef et à tout le monde de sortir du vocabulaire d'instrumentalisation de la peur qui, en sous-cap, en deuxième rideau, indique automatiquement l'instrumentalisation du terrorisme. Et puisqu'ils ont cité et situé 2025, je leur dis, sortez de ce jeu. Vous ne pouvez pas fixer ça à 2025. Je leur dis, Aro, sortez. 2025 ne peut pas être votre repère. Mon père m'a toujours dit, lorsqu'on te sourit, il faut savoir que le sourire a un coût, a un prix, a un coût. Et parfois le sourire peut être plus cher que celui qui te logne. Celui qui te logne, il te donne un beau cadeau. Il te dit vraiment qu'il n'est pas content. Il te dit de te préparer. Mais celui qui te sourit, il faut faire très attention. Plus tard, j'ai lu dans certains livres que sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Je le regardais, où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est là où il sort le morceau. Qu'il est venu de la part de Djogbenou. Badirou dit qu'il est venu de la part de Djogbenou. Nous étions en juillet. Et que il veut tout faire pour que je reçoive Djogbenou. Parce que Djogbenou devait être candidat et devait être président et qu'il est en train d'être trahi par Talon. Et que c'est un acte d'ingratitude vis-à-vis de Talon de ne pas prendre Djogbenou. Voilà ce qu'il est venu me dire. Il est vivant. Et je lui ai dit, mais écoutez, mais vous n'êtes pas Djogbenou? Il dit, oui, il semble que Djogbenou, vous ne vous entendez pas. Il dit, mais c'est un secret de polichinelle.
Je n'ai pas de grève contre lui. Je ne suis même pas de sa génération. C'est les petits, très loin. Je ne suis pas de sa génération. Je n'ai rien contre lui. Je ne l'ai jamais agressé. Je ne suis pas celui qui a provoqué. Mais regardez, vous parlez de Talon. Mais c'est Diogbenou qui a fait ci, qui a fait ça, non? C'est moi, j'ai pris sa main, ou ses propos, pour faire ci, pour faire ça. Il dit non, grand frère, ne vous fâchez pas, il a besoin de vous, sans vous. Regardez-moi cela. Moi, venez me solliciter pour Diogbenou. J'ai dit, mais, professeur, ça ne va pas. Il me regarde et il dit quoi? Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème personnel entre vous et moi? Toi, Guémon Badirou et moi, est-ce qu'il y a un problème entre nous? S'il y a un problème entre nous, on va régler. Mais s'il y a un problème entre Diogbenou et moi, c'est à Diogbenou de régler. Pourquoi il va passer par toi? Il connaît mon numéro. Il connaît. Alors, il a insisté. J'ai dit, écoute, moi je suis fond d'Abomey. On ne refuse pas l'appel, c'est ce qui est derrière l'appel qu'on refuse. Mais je ne suis pas prêt. On pourra se rencontrer parce qu'il faut que je lui serve quelque chose pour qu'il quitte mon bureau, qu'il quitte ma maison. Je lui ai dit, bon, on verra ça après. Il revient. Il me dit que lui, il voyage, il veut que ça se passe. J'ai dit, mais non. Parce que si vous venez comme ça, et que vous insistez, c'est que vous avez un plan derrière la tête que moi je ne connais pas. C'est ça qui est dans ma tête. Je ne lui ai pas dit ça. Je me suis dit, mais il y a un plan que je ne maîtrise pas. Et je lui ai dit, moi je ne vais chez personne. Je ne vais chez personne. Et personne ne me rendra visite la nuit. Si vous êtes incapable, si tant que vous voyez que Talon est mauvais, et que vous êtes incapable de démissionner, de faire une déclaration, pourquoi vous voulez que moi je vous reçoive? Que moi je n'ai pas été d'accord. Moi j'ai démissionné. Vous dites que, il dit non, qu'ils sont déjà dedans, ils ne peuvent pas sortir. Il dit, mais vous êtes dedans, vous ne pouvez pas sortir. C'est moi qui vais vous faire sortir dedans. Il dit, mais réveillez-vous. Il y a quelque chose derrière. Il dit non, qu'il n'y a rien derrière et que vraiment de tout faire, il m'en sera reconnaissant de quoi? J'ai tout fait. Je ne suis pas tombé dans son panneau. Je m'arrête un peu à ce niveau. Parce que la suite, j'ai les preuves de la suite. Si ce que j'ai dit là, si c'est faux, il n'a qu'à répondre. Ce monsieur qui a peint Talon en tout ça là, je le vois ce monsieur. Talon le nomme ambassadeur. Et il sourit, les ambassadeurs. Mais nous sommes dans quoi? Vous dites que quelqu'un est mauvais. Vous traitez la personne de toutes les saletés, de toutes les insanités. Et cette personne vous tend un petit os d'ambassadeur. Et vous allez, alors que vous dites que vous êtes professeur, enseignant. Au Koweït là. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est son métier, il veut faire là-bas. C'est qu'il est enseignant, professeur. On nomme un enseignant professeur d'université, faculté des sciences de santé, il est ce qu'il va. Regardez même ce qu'il a écrit sur moi, truffé de fautes, d'incorrections, de bassesse, de bizarreries. Et ici, professeur Kames. Écoutez, c'est ça qu'on apprend au Kames? C'est au Kames? C'est ce qu'ils enseignent aux enfants, ça? C'est pas pour rien que le pays est devenu ce qu'il est devenu. Nous, à notre temps, on déchirerait des chiffons comme ça. Et c'est cette personne qui s'en prend à moi, qui va écrire juste que Talon est son fétiche. Celui qui s'est dit, la personne qui est toutes les noisseurs, parce que tu as eu un poste, tu dis que c'est son fétiche. Que Azané parle de son fétiche et peint en noir son fétiche. Dit que son fétiche est nul et ci, celui-là. Parce qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on appelle français. Moi, je n'ai jamais injurié. La loyauté d'une personne qui a une fonction publique
ça veut dire l'incompétence. Et les hommes doivent séparer leur personne de leur fonction. Le ministre n'est pas le ministère. Le titre ministre, le ministre doit séparer son nom et prénom de la fonction ministère. Donc, ce lâche-là, Agamon Badirou, ce poltron, ce froussard, il ose s'en prendre à moi. Et il va jusqu'à dire que quand Yahi Boni a envoyé des gens chez moi, le 4 mai 2015, que moi je suis un peureux, que j'ai fait le mur. Je ne veux pas être plus accepté que ce que je suis en train de lui dire. Je prie Dieu que je ne veux pas aller vers sa famille. Je connais les Agamons qui sont sérieux. Je pense que c'est lui seul qui a cette maladie parmi les Agamons. Sinon, j'allais lui parler. Je connais des Agamons. J'ai fait l'enfance avec des Agamons. J'ai même une tata brillante, professeure et doyenne de la faculté de sciences politiques, qui est épouse Agamon. Donc j'ai des neveux qui sont des Agamons. Je pense que le seul malade parmi les Agamons, c'est lui. Parce que quand on vient voir quelqu'un, quand on dit des choses comme ça d'une personne comme ça, on ne vient pas devant le public pour s'en prendre, pour vouloir dénigrer cette personne. Il est bas. Il est un cochon. C'est un cochon. Agamon Badirou est un cochon. Et je le préviens. Je le préviens. Lui pense que quand Yahi Boni a envoyé des gens chez moi pour me prendre mort ou vivant, que moi il va me rendre. Je vais me rendre. Je suis heureux d'une déclaration d'un homme politique la dernière fois, un homme politique d'expérience, qui dit le premier devoir, le devoir le plus important d'un prisonnier politique, c'est de s'évader. Je dirais à vous autres jeunes, votre premier devoir, c'est d'échapper à tout enlèvement politique, à tout acte politique crapuleux, à toute injustice, à toute violence, à tout ce qui est instrumentalisé par un pouvoir pour vous briser, pour faire taire. Vous devez échapper. Je ne veux pas faire l'apologie de la violence, l'apologie du mal. Mais lorsque vous êtes dans cette situation, c'est une situation de légitime défense. Si vous avez les moyens de neutraliser les forces, neutralisez-les. Neutralisez-les. C'est en cela que je félicite parfois certains discours d'un leader, Vladimir Poutine. Poutine dit ceci, et je l'écoute beaucoup. Il dit, vous devez être capable de vous rendre invisible dans tous les lieux où vous êtes. Surtout dans un salon, au milieu des gens, dans une chambre, au milieu des foules. Apprenez à vous rendre invisible. Et il dit beaucoup de choses que je ne veux pas dire ici parce que le contexte ne s'y prête pas. Parce qu'ils sont dans une lutte géopolitique terrible. On va vouloir me cataloguer comme étant ci ou étant ça. Mais lisez un peu les grands hommes. Vous allez prendre de la graine. Je ne suis pas de la nature. Je ne suis pas celui que Agamon essaye de peindre. Je vais vous citer un grand philosophe. Parce que certains, quand on parle, on cite les grands auteurs. Certains disent, bon, on cite les auteurs, mais on y va dans la vie avec ce qu'on est, avec sa formation, avec sa culture. Je ne sais pas si vous connaissez Karl Kraus. Karl Kraus a été victime d'une déformation, d'une diffamation. Déformation de son portrait, de son trait, de ses principes, de sa valeur, Karl Kraus. Et celui qui a fait cette déformation est un peintre énigmatique, terrible et moqueur, qu'on appelle Kokoschka, qui a fait un portrait déformant, injurieux de Karl Kraus. Karl Kraus dit ceci, Kokoschka a fait un portrait de moi. Bien possible
que me reconnaîtront ceux qui ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent ne me reconnaîtront pas dans ce portrait. Karl Kraus parlant de Kokoschka. Donc, ceux qui me connaissent savent qui je suis. Badirou est un pitre, un chien qui passe derrière les os, qui crapille les os. Talon jette une petite chose, les gens tremblent, ils courent, ils jappent, ils remettent la queue, ils vont prendre. Il m'a vu dans ce rôle. Comme l'a dit le sage, je préfère moi demander aumône aux statues que d'agir comme ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas sérieux. Donc, je vous ai répondu sur vos 4 questions. La première, le contexte du 4 mai, je vous ai dit, sauf si vous voulez que j'approfondisse, mais je pense vous avoir dit l'essentiel là-dessus. Et de quoi vous devez, de quelles leçons, quelles sont les leçons que vous devez retenir sur ça. Et je remercie beaucoup, encore une fois, toute ma gratitude. Je vais, sur 4 mai, je vais venir pour dire que j'ai pardonné. Il y a eu des éléments et Yahi Boni et moi, j'ai pardonné. Mais je ne dois pas oublier. Je dois commémorer, je ne célèbre pas. C'est pourquoi je n'ai pas montré les images pour lesquelles on est en train de fêter, de festoyer, d'échanger quelques petits gâteaux. Je n'ai pas voulu montrer ces images. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas des choses qu'on fête. Sauf un peu rarement. Mais on commémore. On commémore pour que cela ne disparaisse pas de vos mémoires. Pour qu'on ne vienne pas vous transcrire autre chose, pervertir la réalité et l'histoire vivante, aliéner l'histoire. Il faut dire, il faut rappeler pour que ça rentre dans vos mémoires. Vous ne devez jamais donner des occasions pour subir l'arbitraire. C'est votre devoir de vaincre l'arbitraire, de mettre en déroute l'arbitraire, par tous les moyens. Y compris, je vais vous dire quelque chose, si moi j'avais les capacités de neutraliser ces personnes, le jour-là, j'allais le faire. La neutralisation physique. Mais comme je n'ai pas cette capacité, je suis dans une capacité autre, et j'ai utilisé. Et beaucoup d'entre ces personnes sont en train d'avoir les conséquences. Parce que les conséquences vont les poursuivre jusqu'au moment où ils viennent pour que je leur fasse les rituels, je leur lave avec les choses, je leur fasse les rituels pour les exorciser, les désembouter de choses. La personne ne s'attaque pas à tout. Ce n'est pas à toute chose. Ils savaient dans quel état mon épouse s'était mise, dans quel état moi-même je m'étais mis en ce moment. Donc, je vous conseille, si vous avez les capacités de neutraliser les personnes de ce genre, une fois que, par l'arbitraire, ils font effraction chez vous pour faire de n'importe quoi, faites-le. Je ne fais pas la police de la violence, je ne demande pas la violence. Donc, c'est ça que je vous dis sur le 4 mai. Le 4 mai, vous devez répliquer ça, l'enseigner et l'avoir dans vos têtes. Ensuite, sur le discours, il faut décomplexifier. Il faut réhabiliter le discours politique. Il faut penser que, savoir que le discours politique, la seule limite du discours politique, c'est de ne pas mentir. La seule limite dans le discours politique, c'est de ne rien dire sans preuve. La seule limite dans le discours politique, c'est de ne pas rester dans le sophisme, dans la rhétorique simple, mais de garder le mode démonstratif. Vous devez être en mesure de démontrer tout votre discours. Et puis certains qui disent, oui, on ne l'arrête pas. Vous voyez dans ce pays, un homme politique parle. Vous êtes incapable de démonter son discours. Vous mentez pour certains journalistes. Vous l'injuriez pour certaines personnes. Mais vous êtes incapable d'aborder un seul sujet de fond. La personne vous dit, mais menez un débat de fond sur l'emploi, sur l'économie, sur le développement, sur les emplois obligataires. Vous êtes incapable de faire. Vous ne comprenez même pas le danger qu'il y a entre les eurobonds et les obligations ordinaires de l'Afrique de l'Ouest ou d'autres structures de vente des obligations. Ceux qui enseignaient
derrière vous, autour de vous, ceux qui enseignaient avant d'être à vos biberons, qu'on ne peut pas faire de prêts commerciaux pour faire du développement, ils font des eurobonds pour faire le développement. C'est parce que les eurobonds sont des enlèvements durs, très durs. C'est ça les questions de fond, les débats de fond. Non, on me dit oui, Talon a fait ci, Talon a fait ça. Il y a même des énergumènes, de vrais énergumènes, qui disent qu'il a fait un hôpital chic. J'ai dit à ces messieurs, le mot chic même pour un hôpital c'est dangereux. L'hôpital, ceux qui connaissent l'histoire des hôpitaux, doivent savoir que c'est des lieux de lamentation. Un lieu de lamentation ne peut pas être appelé chic. Dans le vocabulaire, dans la consonance, ce n'est pas bon. Maintenant, cet hôpital-là, c'est l'initiative intrinsèque, originale, spécifique de Patrice Talon et de la rupture. Non, ça existait. On me dit d'aller applaudir cet hôpital. Moi. Alors que les mêmes qui disent ça, ils savent très bien qu'en 1960, de 1960 à 1963, Hubert Maga a réalisé un hôpital qu'on appelle 350 lits. Notre population n'atteignait pas, était un peu autour de, un peu légèrement supérieure à 3 millions et quelques. On fait 350 lits. 1960-63. Nous sommes en 2025. Plus de 60 ans après donc. On veut faire un hôpital de 450 lits. Les places dans lesquelles il y a les lits internationaux, parce que l'hôpital est international, alors que le CNHU est international. Centre national, l'autre est international. Et sur une population, 62 ans après, sur une population qui avoisine aujourd'hui, qui tourne autour de 14 millions, vous faites 350 lits parmi lesquels il y a les lits internationaux, commerciaux. Et vous dites d'applaudir. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand j'ai dit de dégrainer avant d'y aller, les gens commencent par s'en prendre, par se tordre les vertèbres. C'est pas possible. Pourquoi on va applaudir quelqu'un sur des choses normales? On parle de dématérialisation. Les gens viennent pour dire non, qu'il a fait ci, il a fait ça. C'est lui qui a tiré les fibres optiques. Les fibres optiques. Il connaît l'histoire des fibres optiques. Les fibres optiques ont commencé déjà sous Kérékou. Kérékou 2. Kérékou après, à l'ère du renouveau démocratique. Les premiers débats dans les coulisses, c'était déjà au niveau de Nicéphore Soglo et autres. Mais c'est Kérékou, sous Kérékou, que les premiers voyages, les premières prospections sur les fibres optiques ont commencé. Et c'est sous Yahi Boni que ça a été réalisé. Mais sans les fibres optiques, quelle dématérialisation vous pouvez faire? Vous prenez les projets des autres, soit vous les détruisez, soit vous les dénaturez, parfois vous les complétez maladroitement, en essayant de le faire un peu de manière opportuniste, plus ou moins intéressé. Et puis vous voulez qu'on vous applaudisse. Dématérialisation. Depuis Nicéphore Soglo, la dématérialisation est faite avec Sidonia. Système informatisé de la douane. Sidonia. Depuis, au port là, avec un DG très brillant, que je ne vois plus d'un jour là, Issa Badarou Souré. Demandez s'il n'y avait pas Sidonia. Demandez au ministre des Finances, sous Kérékou, s'il n'y avait pas ce qu'on appelle le SIGFIB, pour le budget, l'informatisation. S'il n'y avait pas le SFB aussi, pour l'administration en général. J'avais des pléthores. Mais pourquoi vous voulez que je ne suis pas né sous WhatsApp? Je ne suis pas de la génération WhatsApp ou TikTok. On vous parle. On donne des preuves. Mais chaque fois vous continuez. Certains continuent pour falsifier la vérité. On vous invite sur les débats
Certains sont en train de niaiser. Je vais vous dire quelque chose. Que vous le vouliez ou non, certains ne se détacheront jamais de la vérité et des principes. Parmi ces personnes, je suis. Jamais je ne me détacherai de la vérité et des principes. Et quoi encore? Ce que vous devez savoir, vous qui êtes là, quoi encore? On ne parle de bilan que lorsqu'on fait la balance entre les actifs et les passifs. Quiconque refuse d'assumer son passif ne mérite pas qu'on parle même d'un actif le concernant. Il n'y a pas de bilan qui soit seulement les actifs. Un bilan, c'est les actifs et les passifs. Et j'ai coutume de vous dire, lorsque sur les principes, sur les valeurs, quelqu'un annule, la personne est exclue de toute notation. Parce que les choses ne sont pas les détails de route, de kilomètres de route. Non. Celui qui a tué, celui sous lequel on a tué, celui qui a exclu, qui a tronqué la démocratie, qui est dans l'exercice d'un pouvoir partial, personnel. Celui-là, il veut, on lui donne quelle notation? On dit non, 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 non. Il a fait des lampadaires. Vous êtes des papillons. Vous êtes des papillons ou des êtres humains? C'est les questions sur lesquelles vous devez avoir des interprétations. Et je vais vous dire aussi, pour terminer, quiconque, lorsque vous faites un accord avec quelqu'un, respectez l'accord. Lorsque vous avez le secret avec quelqu'un, respectez le secret. Mais lorsque quelqu'un vient vous proposer des choses, vient vous dire des choses, et sort des choses sur lesquelles il est venu vous démarcher, vous n'avez plus aucune obligation de réserve. Vous ne pouvez pas venir me voir parler de quelqu'un et sortir pour faire le contraire et me dire de vous voiler. C'est le cas d'Agama Batirou. J'attends. Le reste et les preuves de ce qu'il a dit là, j'ai gardé. Je ne provoque pas, je ne provoquerai jamais. Donc, chers amis, voilà pour l'essentiel. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes vos questions, mais voilà les 4 que j'ai retenus. Si vous en avez de plus, vous pouvez le dire, mais les 4 là résument parfaitement la causerie traditionnelle que j'ai les 4 mai. Et chaque 4 mai, il y a des causeries que je fais depuis. Et après nos commémorations, nos retrouvailles, je me donne à l'exercice de causerie avec vous pour revenir sur les sujets, pour vous entretenir sur les sujets. Voilà ce que j'ai à vous dire et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie.